La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 14. Arrakis. Les doigts de mer soleil crèvent les nappes de brouillard blême et me dort le crâne. J'ouvre un œil et me baisse pour voir à travers les carreaux de la fenêtre entr'ouverte ma sœur qui s'éveille elle aussi. Bâillant à s'en décrocher la mâchoire, elle croise mon regard et me sourit. J'entre dans la pièce. Les yeux encore mi-clos, elle me dévisage, les sourcils froncés. Quoi? Pourquoi tu t'es lavé ce matin? Elle observe les dernières gouttes d'eau ruisselantes sur mes poils qui perlent le parquet de sa chambre. Ben, pourquoi je me décrasse la glande à soie en général, Belette? Elle se lève et s'étire en bâillant à nouveau. Oui, et tu fais ça le soir d'habitude. Pas le matin. Qu'est-ce que ça peut te faire? Comme toute réponse, elle hausse les épaules et va ouvrir sa porte. Elle se baisse, ramasse un baquet rempli d'eau chaude, puis la referme. La guilde met à disposition de ses membres une bassine pour leur impulsion matinale. T'as cru que j'allais pas me réveiller? Me dit-elle en plongeant un gant dans l'eau et en commençant sa toilette. Non, mademoiselle Séduction, j'ai eu peur qu'un jeune et beau baltringue ne vienne te troubler. Ricanai-je, incapable de lui avouer qu'en réalité je m'inquiétais pour elle, et avait roupillé au-dessus de sa lucarne. Elle ignore ma boutade et continue son débarbouillage. Une fois lavée et un peu plus présentable, elle se coiffe rapidement et s'habille. Je l'observe, amusé. Lilou porte la tenue traditionnelle des rôdeurs, bien qu'elle l'ait, au fil des années et de l'expérience, agrémentée de diverses modifications. Son pantalon de treillis vert sombre renforcé au niveau des genoux épouse ses jambes souples et se termine sur des bottines noires aux lacets serrés qui montent légèrement sur ses chevilles. Jolie grolle, offerte par un noble à qui elle avait rendu service il y a plusieurs années de cela, il me semble, et qui aurait sans doute aimé la foutre dans son plumard à cette époque. Sur le haut du corps, Lilou enveloppe la planche à pain qui lui sert de poitrine dans une brassière. Elle enchaîne ensuite avec une tunique couleur olive, équipée de poches en tout genre, et un plastron de cuir qui cuirasse son buste, et porte une gaine qui garde un long couteau de chasse dentelé, paume vers le bas. Elle ajoute des brassards en métal à ses poignets, ainsi que les mitaines noires récupérées la veille. Sa tenue comporte également une large ceinture militaire en cuir, sur laquelle est attaché le fourreau de son glaive à dragonne, son carquois, une bourse et plusieurs sacoches plus ou moins grandes. Enfin, une cape brune de rôdeur, chaude et qui intègre l'étui de son arc, termine sa mise et la protège des intempéries. Bref, un sacré bordel sans nom qui l'encombre plus qu'autre chose. Franchement, si j'étais une humaine insignifiante pas foutue de me battre à poil, je ne trimballerais que mes armes et ma bouffe. Basta. Des fringues en plus? Pour que faire? Lilou soupire tout à coup et s'assoit sur son lit. Je penche la tête, intrigué. Un problème? Demandai-je. Non, Répond la jeune ondine. juste que j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Je me pose sur mes 4 paires de pattes et poursuis. Vas-y, crache le morceau. Si tu veux causer d'un rêve, c'est qu'il doit être vachement chelou. Sous ma verve familière se dissimule une inquiétude croissante, que j'espère tout de même arriver à lui cacher. J'ai rêvé que j'étais au bord de la plage, avec mon père. Il y avait une jungle dense, et nous marchions sur le sable chaud. Puis, tout à coup, une corne de brume a retenti, profonde et lointaine, et une silhouette a émergé des vagues. C'était une ondine. Elle était élégamment vêtue, mais j'étais trop loin pour saisir les détails de son visage. Ses cheveux noirs flottaient autour d'elle. Mon père a souri, m'a murmuré des mots que je n'ai pas entendus, puis il a disparu, comme un voile que le vent emporte. J'ai alors voulu rejoindre cette femme de la mer qui me faisait signe d'approcher, mais plus je courais sur l'eau, plus elle s'éloignait, jusqu'à ce que je ne puisse plus la suivre, et que je me réveille, perdu dans ce vide. Je hausse les épaules, soulagé. Au moins, ce n'est que ça. Je crois qu'il va falloir que je t'emmène voir la mer, ma très chère sœur. Il semblerait que la malédiction des flots t'ait trouvé. Lilou arque un sourcil interrogateur. Je vis à proximité d'un lac. La malédiction ne me touche pas ici. Les ondines sont les femmes de la mer, pas les femmes des lacs. Votre lien, c'est avec la mer que vous l'avez. Bien que vous ne mouriez pas ou ne dépérissiez pas au contact des rivières et des lacs, et heureusement pour vous d'ailleurs, vous avez tout de même besoin de la mer. J'ai fait la moue en tapotant le sol de mon pédipalpe droit, et ajoute d'un air songeur. Cependant, il est vrai que tu es plutôt jeune pour ressentir cet appel.
D'habitude, il arrive vers les 40 ou 50 ans. T'es censé avoir la marge. Je n'ai jamais vu la mer, c'est vrai. Dit-elle de regard tout à coup triste, comme si une fatalité lui tombait dessus. Si, mais tu ne t'en souviens pas, rétorquai-je. Je t'ai trouvé sur une plage de la mer Bleue, bien avant de rencontrer ton père. Elle secoue la tête. Pourquoi ressentirais-je cet appel maintenant alors? Je n'ai que 27 ans. Je suis donc bien loin des 40 que tu as dit. J'en sais rien. La malédiction des flots varie d'une ondine à l'autre, et dans ton cas, cela semble encore plus complexe. Avec le pouvoir phénix de ton père qui coule dans tes veines, il est difficile de dire quand elle se manifestera, ni à quel point elle va t'affecter. Certaines d'entre vous, prises de panique et de terreur, se suicident quelques jours après avoir ressenti les premiers signes. Mais d'autres ne la sentent même pas. Il y a des femmes de la mer qui ont vécu des dizaines d'années sans jamais la revoir, et qui n'en ont subi aucun désagrément. Votre peuple est profondément inégal face à cette fatalité. Et, vu ton passé, je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne aussitôt. Il va falloir en tenir compte. Le regard de Lilou semble s'éteindre à mes mots. Je lui pose un appendice sur l'épaule et ajoute d'une voix rassurante. T'es qu'à sœurette. Je sais exactement où t'emmener pour aller voir la mer. Je te laisserai pas déprimer au point de te jeter du haut d'une falaise. Je souris de toutes mes dents et continue d'un ton plus carnassier. Malédiction ou pas, je boufferai tout ce qui voudra te faire du mal. Elle pouffe en plissant les yeux, exaspérée. Cependant, elle pose tout de même sa main sur mon pédipalpe et je sens la chaleur de sa peau sur mes poils sensoriels. Ah, ça veut dire que tu te boufferais toi-même, dit-elle en relevant la tête, l'œil moqueur. Je me retire de son épaule et lui ébouriffe les cheveux. Puis je lui réponds d'un ton grave. Tu es la seule entité sur cette terre à pouvoir me tuer, tu sais. Tu parles. Ma puissance ne t'arrive pas à la cheville, même si on admet que tu en as, ni mes capacités élémentaires. Mais j'apprécie ta manière de me dire que tu m'aimes. Elle sourit et se love contre moi. Un silence s'installe, comme une bulle, où même la brise semble hésiter à se faufiler entre nous. Elle se redresse légèrement, mais sa proximité reste, et je sens la chaleur de son corps contre le mien. Puis, brisant ce moment fragile, sa voix s'élève, troublée. Et pourquoi moi? Aucune ondine de la cité n'est jamais partie pour aller voir la mer, à ce que je sache. Ah, elle a tout gâché. Mais tu me pompes l'air à la fin. Tu me demandes d'interpréter un de tes rêves à la con. Je t'en donne la raison la plus plausible. Je suis pas une gamine de la flotte, moi. Je suis lié à la terre, hein. Elle fronce les sourcils, visiblement énervée du revirement de mon ton. Je poursuis avant qu'elle n'ait le temps d'ouvrir la bouche. Je suis pas devin. Va choper à ta nette, si ça te chante, mais moi, j'en sais foutrement rien. Il y avait une jungle au bord de la plage. Bah, tu vis avec une araignée de la jungle, non? Et qui était cette femme alors? Je sais pas. Ton toit de la mer qui t'appelle? Écoute, les aînés ne fantasment pas la nuit comme les humains. Vos mystères chelous ne nous concernent pas, et je n'arrive même pas à imaginer ce que rêver veut dire. Lilou hoche la tête et se laisse choir sur son lit, les bras derrière la nuque. Vos nuits doivent être tristes? Bah, au moins nos matins, eux, sont pas compliqués comme les tiens. On n'a pas besoin de gamberger 2 heures sur leur signification. Des fois, je rêve que tu me dis « je t'aime ». Je grogne et fronce les yeux. Elle continue avec un sourire, ravie de la pique qu'elle vient de m'envoyer. Ou que je suis une reine, attendant un prince charmant. Tu déboîtes du kirk par palette. Qu'est-ce que tu ramènes ta fraise avec un prince charmant, sérieux? À la limite, sur ton ambition est de devenir reine, on pourra en discuter. Mais un prince charmant? Ah, mais allô, quoi! Crachai-je en reprenant une expression typique de son peuple. Tout le monde a des rêves, me répond-elle. Mais rassure-toi, les miens sont tout autres qu'être reine ou la bouffonne d'un prince à la noix. Ah, je te reconnais mieux là. Bon, perso, Joseph des rêves. Si je veux me sentir puissante, il me suffit de puiser dans les réminiscences de mes ancêtres et de repenser à Tarrakesh pendant la guerre des titans. Si tu savais le nombre d'ennemis qu'elle a dévorés, il me faudrait des semaines pour les compter. Tes souvenirs remontent si loin? Ouais, mais ils ne sont pas aussi précis que ma propre mémoire, bien sûr. Mais lorsque j'ai besoin d'une réponse, je peux chercher dans cette mémoire atavique et la connaissance de toutes celles qui m'ont précédé. Et c'est comme ça pour tous les aînés. Dommage qu'il en soit pas ainsi pour les humains, dit ma sœur d'un air distrait. Hein? T'as craqué? Je sais pas pourquoi les titans ne vous ont pas conféré cette capacité lorsqu'ils vous ont créé, mais c'est bien mieux comme as. Vous vous ôtez défoncer la gueule depuis que vous foulez de là. Alors vous rajoutez la connaissance de vos mœurs? Mais vieux. Et puis, vu ce qu'ont fait la plupart de vos ancêtres, je ne donnerai pas cher de votre santé mentale si vous en rappeliez, tiens. Les loups c'est le coupe. On n'est pas tous comme ça, tu sais. Heureusement, petite sœur. Sinon j'aurais du pain sur la planche pour tous vous bouffer. Encyclopédie des savoirs anciens.
Les Titans. Seconde partie. Les Titans de la Terre. Atalnet, l'araignée du destin, la tisseuse d'âme, et la Titan de la destinée et du temps, gardienne des artisans et des morts. Elle réside dans une caverne profonde, le puits des âmes, où une toile d'une brillance surnaturelle s'étend, surmontée des portes du paradis. Chaque fil de cette toile colossale symbolise la vie d'une créature de Tellah. Lorsque le moment fatidique d'une existence approche, l'âme du défunt est guidée vers la porte des jugements, où Atalnet en décide le sort. Sera-t-elle digne des cieux, ou, au contraire, condamnée à errer dans les ombres? Si elle est jugée méritante, son esprit s'élève au paradis, aussi appelé Cielaria par les séraphins, dans un éclat lumineux. Sinon, elle est engloutie par le gouffre sous la toile, destinée à sombrer dans les enfers, à El-Heim. Les myrmes, dans leurs récits, murmurent que la tisseuse conclut fréquemment des pactes avec les âmes égarées, les chargeant de missions secrètes et de tâches obscures pour préserver l'équilibre du monde. Képri, le haut scarabée, la carapace de fer, était autrefois le titan de la mer et des montagnes, protecteur des forgerons et des tailleurs de pierre. Mais durant l'ère des luttes, il se sacrifia pour sauver son peuple, les géants, ancêtres des Goliaths, de leur destruction imminente. Dès lors, il est devenu le titan noir de l'oisiveté, de la maladie et de la putréfaction. Sa forme, désormais celle d'un bousier vert et dégoûtant, couvert de barbelures sordides, exhale une puanteur de décomposition. Enfermé dans les Tartares avec Deinonychus, il reste prisonnier de la condamnation de Tin après la guerre des Titans. Là, il dévore les âmes que rejette Atalnet, ses esprits indignes des cieux. Mais lorsque sa faim est trop grande, pour être apaisé par ses pauvres airs, il laisse éclater des épidémies sur le monde, attendant, la gueule grande ouverte, que les morts se précipitent pour satisfaire son appétit insatiable. Les titans de l'eau. Ka le vieux, surnommé le Kraken du profond, ou le soigne-monde, était le titan des mers, des guérisseurs, des marins et le protecteur des ondines. Avec ses tentacules gigantesques, il veillait sur les océans de Tellah et purifiait le monde grâce à ses pluies bienfaitrices. Selon les légendes anciennes des Myrmes, Ka et son frère Kamo étaient fréquemment en conflit, et leurs affrontements titanesques donnaient naissance à des tsunamis dévastateurs et à des tempêtes furieuses. D'après les récits transmis par les Ondines, Ka se serait sacrifié pour protéger les océans de la trahison de Kamo. Il aurait disparu lors de la chute, un événement tragique marqué par la destruction d'Ilas Atlata, l'île fabuleuse des femmes des eaux. Bien que cet épisode soit de plus en plus contesté par les érudits modernes, les femmes de la mer maintiennent que Kamo tua son frère en submergeant leur royaume sous les vagues de la mer des adieux. Cette trahison reste, pour les Ondines, un symbole de douleur et de perte, gravé dans leur mémoire collective. Le requin démon, Kamo, la mâchoire aux 1001 dents, et le titan noir des tempêtes, des marées et des grands prédateurs marins. Cadet de Ka et père des Jormung, les énigmatiques hommes poissons disparus aujourd'hui, il partageait autrefois un lien étroit avec son aîné. Cependant, la destruction des Jormung, anéantie par des créatures des ténèbres et des séismes cataclysmiques, le plongea dans un profond désespoir. Rongé par sa défaite,
Camo s'éloigna de Ka et succomba aux vils murmures de Silic, qui accusa son frère de ne pas l'avoir aidé lorsqu'il en eut besoin. Sous l'emprise de cette corruption, Camo trahit les siens lors de la chute, et son parjure scella le sort des Ondines, qu'il précipita au bord de l'extinction. Durant la bataille, il porta un coup fatal à Ka, le laissant pour mort dans les flots qu'il avait juré de protéger. Aujourd'hui, les légendes racontent que le requin démon s'est réfugié dans les abysses les plus profonds de Tella, où il attend patiemment l'avènement du Ragnarok, connu dans les traditions comme l'Apocalypse. Par crainte de sa colère, certains marins, même en ces temps modernes, continuent de lui rendre hommage par des offrandes ou des prières, espérant apaiser la fureur de cette entité déchue et éviter qu'il ne déchaîne les tempêtes sur leur navire. Ainsi s'achève le récit des 8 titans, gardiens des éléments de Tella. 4 demeurent fidèles à leur serment, 4 autres ont sombré dans les ténèbres, et tous attendent, qu'ils le veuillent ou non, le Ragnarok. Par Sir Dariden, maître du savoir de Massilia.